Vous avez envie de faire avancer la recherche et de voir ce qu'il se passe dans votre cerveau. Cette petite annonce a été postée par le laboratoire du LabCID. Situé à la Sorbonne, il regroupe des chercheurs en psychologie du développement et des experts des neurosciences cognitives. Objectif, analyser notre manière d'apprendre et de raisonner. Première nouvelle, nous ne sommes pas toujours très rationnels. Si on prend un exemple, typiquement, dans le cadre des pandémies, si on dit que le traitement A va permettre sur 600 personnes d'en sauver 200 et qu'on vous dit par ailleurs à un autre groupe d'individus que le traitement A va entraîner la mort de 400 personnes, les gens vont plutôt accepter le traitement A quand il est formulé en termes de gains, de nombre de vies sauvées, que s'il est formulé en termes de pertes, c'est-à-dire en nombre de morts. On est toutes et tous, dans un certain nombre de contextes, biaisés par ces automatismes de pensée. Et donc tout l'enjeu, finalement, c'est d'avoir la capacité à un moment donné de résister pour réengager notre système analytique et délibératif. Alors, comment ça marche? Face à un problème, nous engageons d'emblée notre pensée intuitive, qui est rapide, instinctive et émotionnelle. Nous faisons ensuite appel à notre pensée délibérative, qui est plus lente, plus réfléchie et plus logique. Et c'est elle qui nous aiderait à résoudre le problème. C'est en tout cas ce qu'on croyait. Mais le chercheur Wim Deneys a une autre théorie. Il est peut-être possible qu'il y a certains gens qui vont évoquer de façon intuitive la bonne réponse. Pour eux, réfléchir n'est pas dur, c'est hyper facile parce qu'ils ne doivent pas inhiber une première réponse incorrecte. Non, la première réponse qu'ils vont donner, c'est déjà la bonne réponse. Direction l'hôpital Sainte-Anne. Ici, une plateforme de recherche IRM a été installée pour l'étude en cours du LabCID. Le plus important, c'est qu'on ne bouge pas à partir du moment où je vous ai installé. D'accord ? Une trentaine de participants a déjà passé les tests de ce projet, baptisé Diagnor. Comme on cherche à étudier l'intuition, donc dès que vous voyez le problème, vous avez déjà une idée en tête. Recrutés via un questionnaire sur Internet, ils s'entraînent rapidement sur ordinateur après les 5 secondes. Avant d'être installés dans la machine. Pendant près d'1 heure, ils devront répondre à des problèmes de raisonnement, simples en apparence. Et puis ne bougez pas la tête, voilà. Voilà, on y va, c'est parti. Sur cet écran, en fait, on voit ce que le participant regarde aussi. Et là, on peut observer le temps qu'il met pour lire les problèmes, pour répondre, et le bouton sur lequel il appuie, ce qui nous donne le type de réponse qu'il a donné. Pour les essais rapides, le problème est présenté pendant 5 secondes maximum, et pour les essais lents, c'est présenté pendant 20 secondes maximum. Voici par exemple ce qui s'affiche dans l'IRM. Sans réfléchir, donnez la réponse qui vous vient à l'esprit. Vous participez à une course. Si vous doublez le deuxième, à quelle place êtes-vous? Alors, si vous avez dit la première place, votre réponse intuitive est fausse. La bonne réponse est la deuxième place. Il y avait quelqu'un devant le deuxième qui est maintenant toujours devant vous. Mais rassurez-vous, même les chercheurs tombent dans le piège. Ça va? Non. Pour tous les problèmes classiques que moi je connais, ma première réponse était la réponse incorrecte. La grande majorité des sujets se trompent. La plupart des gens, même s'ils peuvent réfléchir, s'ils peuvent prendre le temps pour bien raisonner, ils donnent quand même la réponse incorrecte. En général, disons qu'on a 20% des sujets qui vont donner la bonne réponse. Et c'est sur ces 20% qu'on trouve que la majorité donne déjà la bonne réponse de façon automatique. Incroyable! Certains d'entre nous arriveraient donc à activer un processus de logique intuitive très rapide. Mais comment font-ils? Les gens qui donnent des bonnes réponses de façon intuitive, ce sont des gens avec des QI plus élevés. C'est exactement ça, le QI plus élevé, qui te permet d'automatiser plus vite, de façon plus profonde. Alors, quelles sont les bases cérébrales de ce super pouvoir? Le cortex préfrontal, qui accède aux mécanismes de résistance aux automatismes. Le cortex singulaire antérieur, qui détecte les erreurs et les conflits. Ou d'autres zones du cerveau. La modélisation des résultats prendra plusieurs mois.
Et du coup, on va faire la suite des exercices ensemble. Il vous reste 3 tâches à faire. Pour la dernière étape de l'expérience, le participant doit évaluer 18 informations à partir d'un titre et d'une photo. Mais attention aux fake news. Car oui, notre raisonnement logique pourrait nous aider à discerner les vraies des fausses actualités. C'est en tout cas la conclusion d'une étude américaine que Grégoire Borst et son équipe veulent confirmer. Et il devient urgent de réagir. Ce phénomène des fake news, c'est absolument pas un phénomène nouveau. Il y avait des rumeurs, il y a eu de la manipulation de l'information à toutes les époques. La grande différence aujourd'hui, c'est que, étant donné les nouveaux outils technologiques qui ont été développés, cette information, elle se diffuse plus rapidement. Et donc, elle peut avoir des impacts beaucoup plus forts parce qu'elle va toucher plus de monde. Il n'y a qu'un très petit nombre de fausses informations qui sont massivement diffusées, mais on voit bien qu'il en suffit d'une certaine manière, pour que ça pose un vrai souci de façon globale pour nos sociétés. Les plus exposés aux fausses informations sont justement les adolescents. Accros aux réseaux sociaux, ils ont un smartphone dès l'âge de 9 ans en moyenne. Le laboratoire, qui a déjà créé du matériel pédagogique pour les enfants, travaille sur un nouveau projet en collaboration avec Ipsos et l'éditeur scolaire Nathan. Le but, apprendre à développer une compétence anti-fake news. Tout l'enjeu des recherches qu'on mène ici, c'est effectivement de ne pas simplement rester sur les fondamentaux, lire, écrire, compter, mais aussi de se poser la question de savoir comment on enseigne le raisonnement. On va suivre des élèves à partir de la 6e jusqu'à la terminale, et chacun de ces élèves, on va le suivre pendant plus de 2 ans pour finalement armer les cerveaux des adolescents à pouvoir résister à ces fausses informations et devenir finalement des citoyens qui sont capables de libre arbitre et de penser par eux-mêmes et parfois même contre eux-mêmes. Malgré nos capacités uniques de raisonnement, notre jugement est souvent biaisé et c'est dangereux. L'Organisation mondiale de la santé a introduit le terme infodémie en 2020, classant les fausses informations comme un réel danger pour la santé.